s'il y a un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler de la Coupe du Monde des clubs en 2028. Ça, c'est clairement l'information de la semaine. Hein. Cette Coupe du Monde des clubs qui, fait suite à des années de discussion. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, mais voilà, des médias anglais, notamment le Guardian, qui évoque l'aval de différentes ligues nationales, de l'EPCR, de la SANZAR, son homologue de l'hémisphère sud. Ils sont en train de mettre une Coupe du Monde des clubs. C'est une compétition qui verrait le jour en 2028, qui concernerait seulement 8 clubs européens et 6 du Super Rugby. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Philippe Spanghero? En fait, cet événement, ce format, ça viendrait remplacer une fois tous les 4 ans les phases finales des 2 compétitions. Donc, en fait, l'idée, c'est de la Champions Cup et du Super Rugby australien. Néo-zélandais australien. Et du Super Rugby, une fois tous les 4 ans. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder là-dedans. Il y a d'abord la façon dont les produits traditionnels que sont la Champions Cup et le Super Rugby vont pouvoir être retravaillés grâce à cet événement, parce que dans les packages sponsoring et marketing d'activation qui seront vendus, ce sera sur des durées de 4 ans, et donc il y aura une fois par mandat, par session de contrat, cet événement qui sera vendu avec. Donc ça répondra en partie à la question qu'on s'est posée il y a quelques jours, qui était de savoir comment de notre côté, pour le Nord, cette Champions Cup allait réussir à se réinventer et surtout à regagner ses galons, et d'un point de vue sportif et d'un point de vue aussi marketing et commercial. Donc cette Coupe du Monde, elle va impacter aussi directement ces 2 compétitions, et puis elle va clairement dans le sens de l'histoire, de rapprocher les intérêts du Nord et du Sud, où on va, je le répète souvent, mais arriver petit à petit à un rugby de fuseau horaire avec des gros blocs forts, un bloc asiatique et assimilé Océanie-Asie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis le Japon, un gros bloc fort avec l'hémisphère nord, enfin le rugby européen et les Sud-Africains qui se sont clairement détachés du joug des Néo-Z, notamment dans le rugby du Sud, et puis ensuite un bloc américain qui tarde un peu à se structurer, mais qui, j'en doute pas, va réussir à faire de belles choses. Et donc cette Coupe du Monde des clubs, elle va aussi dans ce sens-là, dans la façon de mieux communiquer ensemble et de mieux harmoniser les calendriers, en ayant un enjeu commun au-delà des Coupes du Monde, avec une attente importante en termes de sources de revenus. Oui, mais quand on regarde un petit peu, Philippe, la Champions Cup, c'est globalement une réussite, notamment en termes de billetterie. Est-ce que c'est pas encore le Nord qui vient au secours du Sud? J'entends par là que la Champions Cup vient encore au secours du Super Rugby. On en parlait la semaine dernière sur ces accointances qu'il y a très nettes entre la SANZAR et World Rugby. Est-ce que cette histoire de Coupe du Monde des clubs, c'est pas le Nord qui vient donner de l'argent au Sud au final? Alors honnêtement, je le vois pas du tout comme ça. Le Nord va rien donner. Là, clairement, pour moi, philosophiquement, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le Nord doit être capable de se nourrir de cet événement. Parce que malgré tout, même si l'économie du Sud est moins forte que la nôtre, il y a ce mythe du rugby du Sud avec ses provinces néo-zélandaises, sans faire offense aux Australiens, mais c'est quand même les Néo-Z qui tirent vers le haut l'image du Sud. Ça va renforcer quand même le produit, et donc les clubs du Nord en auront des revenus directs. Donc ils ne vont rien perdre là-dedans. On va pas leur enlever quoi que ce soit pour le donner au rugby du Sud. Ils vont se nourrir mutuellement, et en ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et je pense que sportivement, ça peut être intéressant. Par contre, là, on va rentrer vraiment dans une dimension d'entertainment, ce qu'on a eu du mal à faire aujourd'hui dans le rugby à 15 pour moi. On essaie d'y arriver avec le rugby à 7. Il y a eu beaucoup d'initiatives prises au rugby à 7. On a mutualisé les dates, hommes-filles, garçons-filles. On essaie d'aller dans des villes assez attirantes pour les sponsors et pour le public. Voilà. Mais il manque ça à 15, clairement. Et cette compétition, elle peut amener ça.
Elle peut amener ça. Il y a un enjeu très important en termes d'entertainment parce que une fois tous les 4 ans, on va attendre ça. Il faut faire attention à une chose, c'est que ça dévalorise pas trop, si c'est un vrai succès, les années où il y aura simplement les compétitions domestiques, j'allais dire, du Nord et du Sud, et que finalement les sponsors se focalisent pas sur cet événement one shot. Mais dans les programmes marketing, ce sera fait de telle façon que ce sera pas possible de toute façon d'acheter ça en one shot, et donc ça doit amener des revenus additionnels, clairement, et aux uns et aux autres. Ce qui est intéressant, tiens, on peut parler de quelles retombées, justement, tu parles de revenus additionnels. Est-ce que par exemple alors, le top 14 regarde ça avec beaucoup d'attention, par exemple? Parce que alors, le top 14, les clubs français ont besoin de ça. Honnêtement, à l'échelle de l'économie du top 14, ce sera faible. Encore une fois, le rugby français est le plus fort du monde économiquement, donc c'est celui pour qui proportionnellement c'est le moins important. Mais par contre, c'est clair que dans par contre, le rugby anglais doit se frotter les mains, quoi. Il doit se dire oui, bien sûr. Encore une fois, des infos que j'en avais eues, les revenus directs de cet événement-là, ils sont pas hyper significatifs. C'est-à-dire après, que, si la phase finale, elle se passe, je sais pas, à Londres, avec 3 stades sélectionnés, le rugby anglais va être très content, tu vois, par exemple. Ah oui, bien sûr, non mais ça c'est sûr. D'un point de vue de l'impact indirect. Tu vois, par exemple, regarde ce week-end, La Rochelle, s'ils gagnent au Leinster et qu'ils doivent recevoir eh bien les Bulls, eh ben ça se joue en Angleterre. C'est marrant, tiens. Ça se jouera en Angleterre dans ce cas-là. Sur un terrain neutre, mais en Angleterre. Oui, mais quelque part, je trouve ça normal. Je comprends, hein, parce que c'est toujours en Angleterre que ça se passe. Mais par exemple, marrant, ouais. Moi, j'étais à l'initiative d'une discussion concernant les Sharks, qui souhaitaient jouer en Suisse, à Genève, s'ils recevaient leur demi-finale, parce que ça va dans le sens de l'histoire de la RSE. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a demandé aux clubs sud-africains d'éviter un trop grand nombre de déplacements aux équipes qu'ils affrontent en phase finale, et donc quelque part c'est les équipes sud-africaines qui se déplacent et qui y perdent clairement, puisqu'elles jouent pas vraiment à domicile. Mais je suis d'accord avec toi pour l'exemple. Mais en tous les cas, pour revenir au sujet, l'impact direct n'est pas très significatif sur cet événement en one shot, parce que finalement il faut découper le gâteau en beaucoup de parts. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la Champions Cup, surtout parce que c'est ce qui nous concerne plus directement, va être capable de revaloriser son produit sur les durées totales, c'est-à-dire sur les 4 ans de contrat où à l'issue il y aura ça cet aussi le boulot événement de CVC, Coupe du Monde du fonds d'investissement qui j'imagine doit pousser dans le sens de cette Coupe du Monde des clubs et qui doit avoir un plan déjà imaginé, non? Ben, même si ils sont pas actionnaires de l'EPCR en direct, mais en tous les cas, j'imagine qu'ils font partie des gens. Je l'ai dit depuis le début. Ils sont pas décideurs, mais en tous les cas, comme ils ont un pied partout, ils ont une vision macroéconomique. Oui, puis ils ont une vision macroéconomique qu'on a eu du mal à avoir jusqu'à maintenant, parce que on ne sait pas trop comment sortir de notre entre-soi, et donc c'est pas facile, parce que le relais de croissance pour vraiment développer les ressources, il est pas évident. Et là, avec toutes ces initiatives, on va y arriver. Donc l'intérêt en plus de cette formule, même si honnêtement elle est pas très lisible, c'est-à-dire que la Champions Cup va se jouer pour les phases de poule, le Super Rugby va se jouer sur les phases de poule, et en phase finale, les meilleurs se rencontrent pour une Coupe du Monde des clubs. Il va falloir quand même que le storytelling soit bon. Mais une fois qu'on a dit ça, l'intérêt de cette compétition, c'est qu'elle rajoute pas de match. Ouais, elle rajoute pas de match. C'est vrai que pour le coup, ça voudrait juste dire que le top 14 sera avancé d'un mois, mais sans changement réel de calendrier, puisque du coup, il y aurait moins de phase finale et ça serait bien fait. Et ça, c'est intéressant, parce que le gros problème de notre économie, c'est qu'on sait que ça repose sur les jours de match et qu'on a un problème de calendrier, et on a un très gros sujet sur la santé et l'intégrité des joueurs. Là, pour le coup, il n'y a pas d'impact. Et là, on a réussi à trouver un modèle qui génère de la ressource sans impacter le calendrier défavorablement. Et en ça, c'est intéressant. Donc, on peut saluer l'initiative, c'est clair. Philippe, quelles sont les prochaines étapes à franchir pour que cela ait lieu? Est-ce que tu penses que ça aura lieu? Ah, ben, il n'y a plus d'étapes à franchir. Pour moi, c'est acté, c'est fait. C'est fait.
Voilà. Il y aura, Je selon suis- toi, une Coupe du Monde des clubs en 2028. Du coup, j'ouvre la partie débat. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on risque pas l'overdose des compétitions de rugby? La question, je la pose d'abord à Quentin Kébanis. Ben en fait, j'aurais dit que c'était une mauvaise idée s'il n'y avait pas le côté qui remplace la Champions Cup. Parce que je me dis, il y a une Coupe du Monde des clubs, par exemple, ça se fait au foot, et alors ça n'intéresse quasiment Tout le personne. monde s'en fout. C'est ça. Ah oui. Ça intéresse personne. Mais là, il y a un côté où ça remplace une compétition. Donc, je me dis, pourquoi pas, ça aura une place, ce sera pas plus lourd, on n'aura pas plus de rugby finalement, et on verra des matchs C'est-à-dire que par différents. contre, les autres années, il y a le risque de la dépréciation du produit. C'est-à-dire Oui, que tu peux te dire que tu la dis, vraie- bon, bah, la Coupe du Monde, c'est dans 3 ans, on s'en fout, quoi. Ouais, Là, la vraie compétition, c'est tous les 4 ans. Tu peux aussi faire du mal à la Champions Cup de cette façon, mais bon, le tour à destination survit très bien alors qu'il y a la Coupe du Monde tous les 4 ans, donc pourquoi pas. Antoine Mazer, bonne idée ou mauvaise idée? Bah, je pense que l'idée, c'est surtout, faut demander aux joueurs. On entend souvent, des fois, des interviews, des gros titres, de grands cadres qui disent qu'il y a trop de matchs, qu'il y a trop Oui, mais il y aurait pas plus de matchs. Il y aurait pas plus de matchs vu que c'est à la place de. Après, il y a une question aussi d'horaire, tu vois. Il de m'écoute décalage plus, horaire. il m'écoute plus. Bah si, mais dans tous les cas, ça va impacter des gens. À mon avis, le Ça sujet va. du décalage horaire, il sera pas énorme parce que ça m'étonnerait pas que ça soit abrité aux Émirats Arabes. En Angleterre. Une distance non, genre à ouais, Dubaï, sponsor Oui, de c'est- l'événement. Ouais, mais dans ce cas-là, tu crames les d'accord. supporters quand même. Ah bah les Dans ce supporters cas-là, là quoi. c'est fini. Ah, il y a plus de supporters. T'as pas les mêmes supporters. T'as pas beaucoup de supporters qui pourront faire le déplacement. Est-ce que c'est vraiment un enjeu ça pour eux, pour l'organisation de cette compétition? Je suis pas certain. Non, ça après non, mais bon, c'est quand même une importance. Quoi qu'il arrive, ce sera un problème. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, Que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute Ah, façon, il y bien aura sûr, toujours des évidemment. déçus. ceux du Nord, iront pas dans le Sud pour un 8e ou un quart ou une demi. Ceux du Sud viendront pas pour un match éliminatoire comme ça. Donc, ce sera de toute façon un sujet important. Mais t'as le même problème avec l'Afrique du Sud de toute façon. Et puis, ce qui est intéressant pour le coup, c'est que si ça est mis en place en 2028, ça veut donc dire que, eh bien, on est sur une position intéressante puisque ce serait donc juste après la Coupe du Monde. 2027, donc l'année d'après la Coupe du Monde. Alors est-ce que c'est 2028 je pense que c'est 2028-2029. Donc ce serait une finale en 2029. Donc ce sera à mi-distance entre la Coupe du Monde, entre les deux Coupes du Monde, ce qui est pas mal. Ça pour le coup, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite jauge sur les éléments sportifs des deux hémisphères. Le dernier tour de table pour toi Clément, est-ce que c'est une bonne idée? C'est attrayant sur le papier. Je pense qu'on en a tous rêvé d'avoir des affiches entre des nations du Nord et du Sud. Maintenant, là où moi j'ai quelques réticences, c'est sur quelques points qui ont été exposés par tout le monde, donc je vais pas forcément revenir dessus. Mon autre réticence, c'est si c'est les 8 meilleures nations européennes, européennes de Champions Cup, ça veut dire du coup que c'est les quarts de finalistes de la formule actuelle, mais est-ce que ça veut dire que pour fixer tout ça, pour être un peu plus clair, est-ce qu'on va devoir rechanger de formule et supprimer les huitièmes de finale parce qu'on passerait de 16 à 8, pour plus de clarté. La formule elle change tous les 2 ans. Mon autre souci, c'est par rapport au calendrier. C'est là où ce que tu disais, Alexandre, j'aurais du mal à comprendre que ça soit dans la succession, dans la suite d'une année Coupe du Monde. Elle commencerait en 2028, mais la finale sera en 2029. Ok, parce que par rapport Mais pour moi, de ce que j'en ai compris, il y aura des 8e. C'est-à-dire qu'il y aura deux clubs. Le 8e, ils dans seront brûlants. le championnat. Oui. Donc il y aura 8 équipes comme c'est pour le le cas coup, ça aujourd'hui. relancerait l'intérêt des 8e. Là, pour le coup, oui. là, ce serait absolument passionnant. Merci Philippe, d'avoir évoqué cette Coupe du Monde des clubs en 2028. Si vous nous revenez seulement sur Sud Radio, c'est à retrouver évidemment sur YouTube dans quelques minutes. Ça va être mis en ligne par Clément Combe, la chronique de Philippe Spanghero que vous pourrez réécouter en replay. Merci Philippe. Écoute, on te dit à demain à 20h pour revenir sur la sur la journée de Champions Cup. Ah, ça c'est clair. On a pris un petit Salut. la Pro D2, non pas le Pro D2. Justement, la Pro D2, en un quart d'heure, elle est devenue complètement folle. Alors, je vous en dis pas plus, mais alors, Agen a marqué 14 points en 13 minutes de jeu.
Soy-Angoulême a marqué 14 points en 13 minutes de jeu. Ah oui, ça aiguille la curiosité. Vannes est à 28 points au tableau d'affichage. Voilà, vous allez tout savoir dans un instant sur Sud Radio. Et peut-être un peu plus.